Bonsoir à tous. C'est un nouveau numéro de votre magazine Média Business Télévision. Bienvenue à tous, vous qui êtes devant votre poste téléviseur pour nous suivre. Merci également de nous choisir de partout où vous nous suivez. Alors sur ces plateaux, on va parler de la République. Puisque nous avons reçu les patriotes, les fils dignes de ces pays qui combattent jour et nuit pour les développements de ces pays. Alors sur ce plateau, Monsieur Gandhi Kassende, qui est analyste politique. Vous les connaissez, j'ai l'habitude de le recevoir. Bonsoir et bienvenue Monsieur Gandhi. Bonsoir Marlène, bonsoir également à toute votre équipe technique et de direction, ainsi que les téléspectateurs qu'on peut parler. Alors, il sera en face de Monsieur Benoît Yolama, qui est du FCC. C'est un honneur de le recevoir, lui également, sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Yolama. Bonsoir, chère madame, et merci de m'avoir associé à cet échange. Et je profite de votre caméra et micro qui est par devant moi, de penser à ces enfants orphelins que Kagame et la communauté dite internationale ont tué à l'Est, ont tué leurs parents. Et je pense aussi à nos frères qui nous ont laissés et qui venaient d'être sacrifiés à cause de leur foi chrétienne, donc à Sindi. Et que notre Dieu se souvienne d'eux et que demain, que ces enfants deviennent de véritables militaires pour libérer le Congo de la main de tous ces expatriés qui voudraient absolument balkaniser le Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, je venais de le dire tantôt qu'on va parler de la République, c'est-à-dire qu'on va déterrer certains sujets qui ont déjà passé, mais on va quand même en dire un mot là-dessus. Et sur ce plateau, avec les analystes qui sont là, ils vont quand même nous dire un peu en profondeur de quoi il s'agit, pourquoi telle situation persiste, pourquoi finalement Paul Kagame, qui est le président rwandais, qui vient d'ailleurs d'accuser la RDC de fomenter plutôt le manifestation dans le but d'obtenir les départs de la force régionale et de saboter les décisions du sommet de Lualaba. On va en dire un mot. Mais on va revenir avec l'accord de l'Émirat aussi. Mais pourquoi ça persiste? Pourquoi seulement le Nord Kivu? Mais c'est vrai qu'on a encore récupéré d'autres territoires. Mais pourquoi nos forces armées n'arrivent pas à pouvoir récupérer à leur tour ce qui nous appartient? Mais finalement, est-ce qu'on va aboutir à la balkanisation? C'est la question que l'on se pose, que tout Congolais normalement doit se la poser. Alors, je m'en vais directement vers Monsieur Gandhi Kassende. Monsieur Gandhi, on a suivi, Monsieur le président rwandais vient de dire quand même tout haut et fort pour dire que la RDC veut saboter l'accord du sommet de Lualaba. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à saisir ce genre de comportement de ce président. On dirait qu'il a une histoire. Napoléon a fait des siens à l'époque, mais il n'est pas totalement parvenu. Je dirais qu'il n'est pas parvenu à faire que soit à ses bottes. Plus près de nous, nous avons vu Hitler. Il est mort sans pour autant assouvir sa passion qui était d'éliminer tout ce qui était non blanc, sans yeux bleus ouverts. Kagame essaye toujours de pouvoir, au travers les exactions qu'il y a au niveau de l'Est, être prétendument un exemple d'un État africain, d'un président africain qui développe son pays au détriment d'une grande population de l'Est du Congo, voire même des Rwandais. Il y a des Rwandais aussi qui souffrent du régime de Kagame. Je ne pense pas que ce monsieur, il est en train de faire des choses ou de faire des déclarations pour distraire les gens. Il voit que le Congo démocratique, au travers de son président, son gouvernement, et puis surtout sa population, puisque dans le conflit qui nous oppose avec le M23 et le Rwanda par procuration, il voit que nous sommes en train de pouvoir arriver à notre but pour pouvoir reprendre non seulement nos territoires, sauver notre peuple de ses exactions, et aussi faire en sorte que le Rwanda ne profite pas des richesses du pays, qui a aidé à développer ce Rwanda par le fait des infiltrations, non seulement dans les organes des bases, que l'armée, la police, le service de sécurité, mais aussi par le fait
de prendre nos matières premières pour pouvoir les vendre à l'extérieur, alors qu'ils ne sont producteurs d'aucune de ces matières premières. Mais est-ce que vous savez qu'il y a eu des accords quand même? Quels sont le contenu de ces accords? Quel accord? Puisqu'il y a eu plusieurs accords depuis. Mais c'est ce qu'il est en train de réclamer. Il réclame les accords de l'Émirat. Les accords de l'Émirat à l'époque avec l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mais ce n'est pas ce dont il fait mention Chibanda. quand même. Il fait souvent mention à cela. Chibanda et les autres ont signé à la place du président de la République sans passer par le Parlement pour pouvoir faire en sorte que le Rwanda contrôle la République démocratique du Congo au travers de ses services de renseignement. Les Rwandais pouvaient, ou au travers de leurs services, aller contrôler toute la République au niveau de l'information, au niveau de l'intelligence, notamment des services de la NER. Le Rwanda contrôlait et continue à contrôler au moins partiellement notre police, notre armée. C'est ça les accords de base. Qu'est-ce qui fait que ils pouvaient rentrer dans nos frontières facilement, comme si tu mettais le couteau dans du beurre, facilement. Félix n'est pas impliqué par rapport à cet accord. Non, Félix n'est pas impliqué, n'était pas au pouvoir quand ces accords étaient signés. Il était dans l'opposition. Mais les gens qui veulent mettre Félix en avant, c'est des gens qui ne veulent pas comprendre les faits. Les faits sont avérés. En principe, c'est peut-être le tour de Félix, c'est de ne pas faire en sorte que, puisque la justice est un peu endormie, que cette justice prenne à bras le corps ce dossier et cherche la vérité, dise la vérité au peuple congolais, parce que la vérité, il y a des spéculations, il y a des gens qui nient, alors que ces accords ont existé, même s'ils n'ont pas existé par écrit, puisqu'il y a des accords tacites, non écrits. Quand on veut que ce soit vraiment secret, c'est non écrit. Mais ce que nous avons, ce que nous savons aussi, c'est que ces accords ont fait que le Rwandais domine, soit dans tous les rouages de notre économie, de notre politique, des institutions, mais il y a même des députés. Là aussi, je pense qu'il y a encore une responsabilité très engagée de nos autorités, notamment du président Bosso, qui a décrié qu'il y avait une présence des gens qui étaient en accointance, avec le M23. Avec le M23, jusqu'à présent, ni lui ne les a dénoncés, encore moins la justice s'en est emparée de ce dossier pour pouvoir faire en sorte que la vérité soit connue. Mais alors, que diriez-vous de la sortie médiatique du conseiller du chef de l'État qui est M. Fortin Abiselele? Pour le moment, moi, je ne peux rien dire. Je ne peux que constater que les loups... Donc ça veut dire que le président était allé vers le président Kagame pour... Non. Ce qui prouve encore une fois de plus qu'il n'y a pas un loup, il y a des loups dans la bergerie. À la présidence, comme dans d'autres institutions, je l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Que Biselele soit impliqué puisqu'il a un passeport rwandais, puisqu'on lui a trouvé entre 2 ou 7 millions de dollars chez lui à domicile, comme s'il n'existait pas de banque. Moi, j'ai dit qu'il y a des brebis galeuses à la présidence comme dans d'autres institutions. Tout le monde le sait. C'est de notoriété publique. Donc, je pense que la justice, là, ça a pris les choses en main. Espérons que dans très peu de temps, on connaisse la vérité. S'il y a le condamné, on le condamne. Pas pour qu'il sorte de prison 2 mois après. S'il y a les disculpés, qu'on nous prouve que les 7 millions-là, c'était de l'argent gagné honnêtement, qu'on nous prouve qu'on peut avoir 2 passeports illégalement. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Benoît Yolama, c'est quoi l'agenda caché de cet accord de l'Émirat, finalement? Bon, je ne sais pas si à ce stade on peut parler de l'accord de l'Émirat. C'est un accord qui n'existe que dans le cerveau de ceux qui pensent le créer. Et si cet accord aurait existé, nous partirons sur des bases purement juridiques. Un rebelle qui vous signe un document, et ce rebelle arrive aux affaires, et vous demandez qu'on applique un accord qui aurait été signé. Je le mets au conditionnel puisqu'on a plusieurs fois parlé de l'accord de l'Émirat, mais personne n'est arrivé à montrer le contenu de l'accord de l'Émirat. Et je le dis que si... Mais c'est ça la vraie cause de la guerre qui aujourd'hui persiste. Je connais plusieurs réalités que je vais certainement développer au cours de cette émission. Le problème est celui-ci, chère madame.
M. Kagame a été recruté par les Américains, principalement les démocrates américains, Bill Clinton et les multinationales, pour créer la guerre en République démocratique du Congo. Lorsque Kagame a réagi le 2 août ici à Kinshasa, après que Mouzé ait demandé leur départ, Kagame n'envisageait que de prendre la présidence pour placer ses frères rwandais, les Bouguera, les Ruberwa, les Bizimakara, dont certains étaient détenteurs des cartes rwandaises, et même quand ils étudiaient à l'université de Lubumbashi. N'est-ce pas que cela est arrivé? On n'a pas placé le Rwandais à la tête du pays? Oui, je voudrais d'abord vider le premier problème pour qu'on n'y ait pas plusieurs choses à la fois, pour que l'opinion comprenne aussi. Donc, si vous demandez à un rebelle hier d'appliquer un accord qui aurait été signé, cet accord n'a aucun caractère public, puisque la qualité de la personne qui aurait signé l'accord met en cause même une demande officielle. Si, par exemple, aujourd'hui, un accord est signé avec le gouvernement congolais, cet accord a un impact et a une incidence sur le fonctionnement de l'État congolais et même sur dans la sous-région, puisque c'est signé par la personne qui a qualité, qui est habilitée en l'État. Mais il faudra aussi que cet accord soit ratifié par le Parlement. Qu'il ne suffit pas que l'accord soit signé, il faut que le Parlement prenne acte, parce que c'est là où il y a les élus. Et c'est ça, le fonctionnement de l'État congolais, un peu la française. Et si ça n'a pas été fait, donc un accord qu'on peut qualifier de privé, un soutien privé, un acte privé, qui n'a aucune valeur juridique, un État sérieux, un président sérieux d'un pays connu ne peut pas venir réclamer l'application d'un accord. Et je n'ai pas encore entendu de la bouche de Kagame. Un accord qui a été signé en privé, c'est ça? Je vous dis que cet accord n'a jamais existé. Je continue à le dire. C'est de la distraction. À l'époque, c'est Fé Ngwanda qui parlait de cet accord, qui aurait un accord signé. Mais les Rwandais, s'ils avaient un accord, ils allaient déjà brandir ça depuis des années. Maintenant, près de 30 ans. On n'en a jamais présenté. Chacun va faire sa version sur Facebook, l'autre sur WhatsApp. Il n'y a aucun accord. Des pures inventions, ok. Mais ce n'est un accord qui n'a jamais existé. Alors maintenant, le visé de Kagame, c'est que Kagame voulait profiter derrière les démocrates américains qui ont déclenché la guerre. C'est Bill Clinton qui a déclenché la guerre. Il est libre aux États-Unis, n'est pas arrêté. Et les multinationales sont connues, dont l'une a occupé Fungumaï au niveau du Katanga. Et quand vous voyez comment ils ont travaillé, c'est le même qui disent: vous voulez la paix au Congo, lors du dialogue intercongolais. Si vous voulez la paix au Congo, il faut que nous puissions accéder à la GECAMI. Il faut qu'ils puissent mettre la main et donc de le fonctionnement de la GECAMI. C'est ce qui avait été fait. Et d'autres parties de la GECAMI ont été morcelées pour avantager les sociétés occidentales qui nous ont fait la guerre. C'est les mêmes sociétés qui ont pris M. Chilombo Tshisekedi, Fayulu, Mozito et Katumbi et les autres, les ont gardés à Géval. Le même, les ont amenés en Suisse. C'est le même qui finançait avec un juif, un américain d'origine juive, qui est M. George Soros. C'est le même qui nous font la guerre, c'est le même qui sont avec Kagame. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés. Même le code minier de 2001, c'est eux qui avaient imposé cela pour que les sociétés viennent prendre nos minéraux sans y verser un seul franc congolais. Après, on va vous dire la coopération, les Occidentaux sont ceci. Les Occidentaux n'ont aucun souci du Congo, aucun souci de l'Afrique et encore peut-être d'une manière générale. Donc les politiciens congolais sont gérés par les Occidentaux. Mais c'est la preuve la plus éloquente. Donc ça veut dire que M. Kabila également était géré par les... Moi, je ne serai jamais géré par les Occidentaux. Ça, je l'ai dit toute ma vie. Je ne m'intéresse pas à être au service des autres. Moi, je vais demeurer comme Lumumba, comme les Kwame Nkrumah, comme les autres qui ont présenté leur filiation, leur affection profonde envers leur nation. J'aime mon pays. Je n'ai pas besoin comme un souffle de la Belgique ou de la France. J'ai été avec ces diplomates plusieurs fois. Quand vous leur posez la question, ici chez nous, nous avons perdu plus de 12 millions de citoyens congolais. Accepterez-vous, vous, en France, que les Africains tuent même 10 personnes sur le sol français? Alors, si la je plupart comprends vous bien... disaient,
qui ne peuvent pas accepter cela. Et quand on l'a posé, j'ai échangé avec l'ancien ambassadeur Olkouk ici à Kinshasa. Et je lui avais transmis un courrier que j'avais envoyé à Mme Suzanne Reyes. Nous compatissons pour le 11 septembre. Mais vous, qu'est-ce que vous faites sur le Congo? Aucune réponse. Et donc, ce sont des Congolais qui ont le caractère épicurien dans leur vie, qui n'ont que le ventre comme activité principale. Ce sont eux qui partent. Mais moi, pour la dignité de ma personne, pour le sens de l'honneur et l'amour que j'avais, du patriotisme aussi. Jamais et jamais vous me trouverez dans une nation autre que le Congo en train de marchander le pouvoir, puisque je n'en ai pas, puisque je n'ai pas d'immeuble, puisque je n'ai pas de maison, que je vende mon pays. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux problème quand même. On a l'impression que le roi rwandais ne veut pas nous lâcher. On voit également le M23 aujourd'hui qui occupe nos territoires. Aujourd'hui, il massacre des femmes. Ça n'a pas commencé à l'époque des Félix, mais ça a commencé aussi à votre époque. Mais vous n'avez pas su gérer la chose comme il se doit. Quand je parle de votre époque, c'est-à-dire que... Quand pas du tout, madame. Je ne voulais pas entrer dans le ping-pong avec mon contradicteur, puisque je l'épargne, puisqu'il n'a pas certaines vérités. Mais il n'y a pas un parti politique qui a servi le Rwanda au Congo comme l'UDPS. L'UDPS a signé des accords avec Kagame à Montréal, au Canada. Et le chef des relations extérieures à l'époque de l'UDPS, c'est M. Chilombo Tshisekedi. Qui a signé les accords? Ils ont signé des accords avec Kagame, donc au niveau de Montréal. Et le fait Papa Tshisekedi, après le dialogue intercongolais, où il logeait le même hôtel avec les Rwandais, il est parti à Kigali et il passa en revue les troupes rwandaises à Tsangani en 2001. Et les documents sont là. Et lorsque les jeunes de Kisangani ont protesté, l'armée rwandaise, qui était connue après la bataille avec l'Ouganda, avait assassiné plus de 600 jeunes dont les corps ont été jetés dans la rivière La Chopo. Et ça c'est connu. Donc il n'y a pas un parti qui a servi Kigali comme l'UDPS. Et il n'y a pas longtemps, chère madame, les Nations Unies viennent de déclarer dans leur dernier rapport que l'UDPS a des accords avec les M23. Mais M23 c'est Kigali. C'est pendant qu'ils sont au pouvoir. Maintenant, comme dans leur habitude, c'est toujours la justification. Pas nous, c'est les autres. Pas Félix, c'est les autres. Oh, Félix a pris le pays sans que nous n'ayons plus la présence des M23. L'armée congolaise avait mis hors d'état de nuit cette armée rwandaise et ougandaise. C'est ce qui a motivé que les Occidentaux, parrains de cette guerre, dont la plupart ont fait le tour dans ces coins-là, transportés dans les petits portails, que l'un de mes anciens, l'un de mes cousins décédés, a eu à transporter des Gisenyi, l'armée américaine, des militaires officiers de l'armée américaine vers le Congo. Fait piloter Marley Djamba qui est déjà décédé, mais communiquer même en plein avion, il déclenche son téléphone pour me dire voilà ce que les Rwandais sont en train de faire. Donc M. Félix Tshisekedi est la personne qui a vendu les pays, c'est ce que vous voulez nous dire. Je n'entrerai pas dans le vendre ou pas, mais je crois que c'est plus de faiblesse de la part de M. Chilombo Tshisekedi qui fait qu'aujourd'hui Kagame et les Rwandais qu'il a logés ici presque 2 ans ici à Kinshasa ont profité de ces erreurs, qu'ils n'écoutaient pas. S'il arrivait à écouter tous les conseils qu'on lui avait donnés, et je crois que Kigali ne pouvait pas l'exploiter à souhait. Mais s'il écoutait, et je crois que la situation de la guerre serait déjà oubliée, puisque Tshibanda n'a pas signé des accords de l'Émirat, il n'a jamais fait partie de l'AFDEL. Tshibanda a signé les accords d'Addis Abeba, où il y a un certain nombre de points imposés par la fameuse communauté dite internationale. D'accord, monsieur. Mais cet accord n'avait plus de sens d'être appliqué dès lors que militairement nous avons déjà défait l'armée rwandaise et ougandaise. Voilà, alors oui, monsieur Gandhi, vous allez prendre la parole. Monsieur, oui, vous avez défait le M23 après quoi? Après un accord. C'est après un accord qui a fait que ces gens-là puissent intégrer, être mixés dans l'armée congolaise. Vous ne direz pas le contraire. Ces accords, le brassage a eu lieu après ces accords. Non. La fin de la guerre. Pourquoi je vous épargne. Je vous épargne puisque vous n'avez pas les fondamentaux sur ça. Je vous épargne. L'intégration des militaires rwandais dans l'armée congolaise est l'œuvre du dialogue intercongolais. Et il y avait des mécanismes d'application de ce dialogue. Et les Rwandais qui ont été plongés dans notre armée à différents niveaux, services de sécurité, sont venus par le fait des accords de Sun City.
après les accords de Addis Abeba, que moi-même j'ai personnellement critiqué, et sur Congo Web, il n'y a eu aucune intégration puisque nous savions que l'armée avait avancé et que nous entendions déjà des résultats. D'accord, ok, mais vous aurez la parole. Exemple, chère madame, un petit exemple. Vous vous entendez avec un taximan pour faire une course. Un simple exemple. Et à quelques 2-3 mètres, le véhicule connaît une panne, une crevaison. Va-t-il vous demander de payer la course? On ne vous demandera pas de payer la course, puisque le véhicule ne vous a pas mené en destination. Donc c'est le même exemple, c'est-à-dire les accords ont été certainement signés à la demande de la communauté internationale au niveau d'Addis Abeba, mais ces accords ne pouvaient plus être appliqués dès lors que les signataires, une partie à ces accords n'existent plus. Voilà. D'accord. Ok, monsieur Gordy, du moment que vous reconnaissez au moins que ces accords existent. Même pas de l'Emera, l'accord d'Addis Abeba. L'Emera, oui, il a dit que l'Emera, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une pire invention. On a évoqué plusieurs noms. Aucun de ces noms évoqués au niveau de la place publique, aucun n'a réagi pour démentir ce qui s'est passé par rapport à ces accords. Écrits ou non écrits, je vous ai dit, tous les accords ne sont pas écrits. Il y a des accords qui sont des accords tacites. On échange, mais ça reste que chaque parti respecte ce qui a été décidé. Donc, qu'on le veuille ou non, Mobutu a laissé 25 généraux, une vingtaine de généraux à la tête de l'armée. Kabila Père arrive, il a presque doublé vers une cinquantaine. Oui, mais c'était pas aussi nombreux quand même. Non, c'est ce que je dis. Oui. On arrive aujourd'hui, on a plus de 200 officiers de l'armée congolaise, dont les 200 et quelques, dont les 2 tiers se trouvent être d'origine rwandaise, ougandaise ou burundaise, qui les amène au sein de l'armée. Quand on regarde notre service de l'ANER, pareil, qui amène ces gens-là au niveau de l'ANER, au niveau de la police? Moi je dis, il y a un problème au niveau du Parlement. C'est encore, tu sais, je suis pas de. Mais aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de le mettre à la porte. Mais il faut le mettre à la porte légalement. Si, comme je vous l'ai dit au départ, Mbosso était allé plus loin pour dénoncer réellement l'effectivité de la présence de Rwandais au sein de l'Assemblée nationale, voire même certains qui ne sont pas Rwandais, qui sont Congolais, des pères et des mères, qui fricotent avec le Rwanda, avec le M23, on n'en serait pas là, on aurait déboussolé tous ces gens-là. Moi, je pense que le président actuel, c'est un légaliste, mais à un moment donné, il faut savoir, pour sauver le pays, taper du poing sur la table et ne pas respecter la procédure légaliste. Puisque le pays étant en danger, je pense qu'il est en train de cheminer vers cette situation, de mettre fin aux hostilités en prenant des mesures adéquates. On est en train, non seulement de récupérer la situation, bon an, mal an, au niveau de l'armée, au niveau de la police. C'est vrai que ça ne va pas à une vitesse grand V comme le commun de mortels l'aurait souhaité, mais j'espère que maintenant, à son retour, quand on va revoir et refaire le gouvernement, qu'il y aura des grandes mesures pour pouvoir faire en sorte de mettre fin à ce contrôle. Mais ça sera quand? Est-ce que vous savez qu'on est en train de s'approcher lentement vers les élections? Mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire on est resté plus de 20 ans sans souveraineté aucune, même partielle, puisque dominé par l'étranger. C'est même pas l'étranger tel que on pensait à l'époque que ce sont les Occidentaux. Certes, peut-être que les commanditaires sont des multinationales, des transnationales, mais c'était des Africains qui venaient mettre la vie, donner à la population congolaise des situations difficiles. C'est l'Afrique, au travers des gens comme Kagame, comme Moussereni. Moi, je dis, il y a un problème. En cela, pour faciliter que ces gens-là viennent nous mettre dans les difficultés, nous avons eu Kabila Père à son âme, mais il y a des choses qu'il ne comprenait pas. On pouvait comprendre à l'époque pour Kabila Père. Mais Kabila Fils vienne et pousser encore le bouchon plus loin, c'est des choses inacceptables, qui ne sont pas acceptées par le peuple congolais, quel que soit leur bord, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Mais il est déjà parti. J'ai l'impression comme si vous restez toujours focalisé sur... Non, les faits sont là. On ne peut pas dessiner un avenir sans tenir compte de ce passé. Et ce passé-là existe encore, puisqu'il y a encore ces gens-là, ces agents extérieurs,
ou alors l'implication de certains de nôtres dans cette politique de déstabiliser ce pays. Mais comment voulez-vous que le pays avance du moment où les gens qui ont travaillé à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, que vous, le peuple congolais ou les politiciens, que vous voyez qu'ils ont mené ces pays à la ruine, mais vous continuez toujours à le ramener comme Félix l'a fait également. On retrouve dans son entourage les gens qui ont travaillé également avec Kabila et également avec M. Mobutu. Mais c'est l'histoire malheureuse du fonctionnement de l'État congolais et de ses institutions. Aujourd'hui, on vit ce que moi j'appelle la partitologie. On prend des gens des partis politiques. Dans ces partis politiques, il y a des partis politiques d'origine rwandaise, il y a des partis politiques d'origine burundaise et autres. Il y a des partis politiques qui sont congolais, mais qui sont soumis au diktat de Kagame, qui jouent le jeu de Kagame, etc. Okay. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Pour s'en sortir, il faut qu'il y ait des élections, qu'il y ait un gouvernement, une majorité qui remettent en cause en fait la constitution telle qu'elle est définie aujourd'hui. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut rétablir l'ordre et rétablir au moins une partie de notre souveraineté et reconstruire nos institutions, pas telles que ça existe aujourd'hui. Alors, Monsieur Yulama, aujourd'hui la MONUSCO, c'est vrai que le Congolais ont décrié tout ça, la MONUSCO doit partir, il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, on retrouve également le troupe de EAC et la population veut aussi qu'ils partent parce qu'on est en train de voir comme s'ils veulent bien siéger et prendre place dans notre pays. Alors, vous, en tant que politicien, comment vous voyez cela? Et je crois que ce que notre peuple, une grande partie de nos compatriotes qui habitent Goma sont en train de faire, sont des choses qui sont vérifiables sur le terrain. Puisque le gouvernement, dans ses nombreux mensonges, nous avait dit qu'on a signé un accord à Luanda et que cet accord n'affectait pas le fonctionnement de l'État congolais et surtout son territoire national. Mais lorsque on a publié une partie de l'accord de Luanda, le gouvernement avait souscrit à la création d'une zone tampon à l'intérieur de notre pays. Et vous avez vu que rapidement, après la signature, les Rwandais ont fait pression pour occuper plusieurs territoires. Comme d'habitude, on dit qu'on n'a pas signé et on fait des comptes. Je crois que c'est votre confrère M. Mouton Boustriel, connu sur les sobriquets de Sango, qui était parmi les gens qui avaient balancé ça sur sa chaîne. Et il en a eu pour son compte, on l'a insulté, on l'a menacé même de mort. Et après, finalement, le cheminement actuel, c'est la zone tampon qu'on est en train de créer. Et sur les antennes de la Radio France Internationale et de TV5 Afrique 24, France 24, le président avait dit que les troupes kenyans n'allaient passer par Bunagana. Ils ne sont jamais passés par là. Jusqu'au moment où nous parlons, jusqu'aujourd'hui, aucun militaire kenyan n'est passé par là. Ils sont arrivés à Goma et ils vont même négocier avec les frais. Alors, voici la situation qui est sur le terrain. Les Nations Unies viennent confirmer notre première version. Laquelle? Que nous avons, c'est l'armée ougandaise qui avait facilité l'entrée des militaires rwandais. Puisque Bunagana donc est à la frontière ougandaise. L'armée ougandaise est dans l'armée East West Community qu'on a amené ici. L'armée ougandaise est là. L'armée ougandaise est ADF, financée par l'Ouganda, et une partie des ADF est financée par Kigali. L'armée ougandaise est dans, je ne sais pas si c'est mixage, je ne sais pas comment l'appeler avec l'État congolais. Donc une grande partie de notre souveraineté ou sécurité, au lieu de parler de souveraineté, est gérée par l'Ouganda. Nous avions demandé au pouvoir actuel de rompre non seulement avec Kigali, mais aussi avec Kampala. Le pouvoir avait refusé. Et sur le terrain, notre population a constaté que la démarche actuelle de Kenya, c'est de soutenir les frères nilotiques. Puisque tous ces pays qui sont dans cette communauté des États de l'Afrique de l'Est sont essentiellement, presque à 80%, des pays nilotiques. Il n'y a que le Congo qui est un pays bantou où les gens ont encore la conscience et le sens de responsabilité et même pas la volonté de sacrifier un citoyen.
Mais les autres, ils tuent comme ils peuvent. Le dernier exemple, c'est que avec la situation de Kisindi, c'est un Kenya. Donc les Kenyans sont dans la force et la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les Kenyans sont des ADF. Les Kenyans sont des musulmans. C'est tout cela. Qui peut accepter cela? Nous avions même proposé à l'époque, au pouvoir actuel, qu'on regarde du côté de la SADC, où il y a eu un engagement sérieux. Les Angolais sont répartis, les Tanzaniens étaient répartis, les Zimbabwe étaient répartis. Donc nous restions, il y a des gens qui avaient la volonté de nous aider. Les erreurs ne manqueront jamais, mais il y a des gens qui travaillent avec nous. Mais ce qui est curieux, c'est que le même pouvoir qui dit être en mesure de combattre le Rwandais, qui n'est que dans la justification et les accusations, dans son propre gouvernement, il y a des Rwandais. On commencerait par le ministre des Travaux publics, qui est connu Rwandais. Par quel mécanisme son ministre des Travaux publics est arrivé au gouvernement? Il y a tant d'autres, si je les cite, je tomberai jusqu'à 7 ministres qui sont des Rwandais. Même au niveau du mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, celui-là qui avait fuité les informations du chef de l'État, c'est M. Claude, je ne sais pas comment l'appelle. C'est ce monsieur-là qui avait placé des caméras dans la résidence de Kagame. C'est celui-là qui est appelé Congolais, on l'a placé là-bas. Vous avez entendu que lors du voyage de Kenya, on l'avait interdit de ne pas quitter le territoire congolais. Non, mais dans l'entourage du président Félix, on ne retrouve pas de Rwandais quand même. Hein, il y a des Rwandais, des conseillers, c'est lui qu'on venait de citer. L'homme, le millionnaire qui est venu Mevide de Kigali, était un agent de service de Bizimakahara, paix à l'âme de Femoubake. Il avait dit à l'époque, si on peut se rappeler, que ce monsieur était Rwandais. Et même le président, j'ai un document que j'avais entendu, en tout cas j'avais lu, on a refusé de me donner le contenu, qu'un agent de notre propre service de sécurité, de nos propres services de sécurité, avait fait une note qu'il avait envoyée au chef de l'État pour lui dire que ce monsieur était Rwandais. Le chef avait dit qu'il était membre de l'UDPS et qu'il représentait l'UDPS en Afrique du Sud. Ça c'est connu de l'opinion. Mais tout de suite, on veut quoi? On veut dire, bon, Mobutu n'avait pas fait ceci, n'avait pas fait cela. Oui, mais ce sont peut-être des Rwandais qui sont venus au pays il y a longtemps. Alors, ils ont quand même, se sont habitués avec les Congolais. Ils ont pris la nationalité congolaise. Comment ils tuent? Comment ils tuent s'ils sont habitués avec nous? Comment ils nous tuent? Parce que c'est eux qui nous tuent. Ils prennent même un nom. Au lieu de se faire appeler Rwandais, ils ne veulent plus s'appeler Rwandais. Ils se donnent le nom d'un plateau. Comme un ici, il y a un plateau de Bateke et ils se disent maintenant, ils deviennent des Banyamulenge. Mulenge n'a jamais été une communauté congolaise, n'a jamais été une communauté nationale. Mais on retrouve ça dans l'accord de l'Emera, mais bon, je suis tellement sidéré de cet accord, ça n'a jamais existé. Que ceux qui nous suivent viennent avec cet accord sur le plateau, qui viennent avec cet accord ici. Si quelqu'un me prouve que voici l'accord de l'Emera signé, je dis que ce jour-là, j'arrêterai la politique, je m'occuperai de mes recherches et de mes enfants. D'accord. Alors, il y a une question, vous allez répondre, vous deux. Êtes-vous d'accord pour la balkanisation ou non? C'est un mot que beaucoup emploient. Je ne pense pas, compte tenu de mes connaissances historiques, qu'on vivra la balkanisation du pays. S'il y a lieu de balkaniser le pays, comme on met l'Occident en avant, il y a longtemps, ils ont les moyens militaires, ils ont les moyens financiers pour balkaniser le Congo en moins d'un mois, si tel était le cas. Moi, je me réfère beaucoup et souvent des résolutions de 1885 signées entre les grandes puissances qui ont dépecé l'Afrique et notamment qui ont organisé le Congo tel qu'il est aujourd'hui. S'ils veulent balkaniser le Congo, on n'a pas le moyen. Il y a déjà ça. Puisque si on balkanise le Congo, les États-Unis prendront quelle partie de la République? La France prendra quelle partie? La Grande-Bretagne prendra... Ça pose un problème. Ce ne sera pas possible puisqu'ils vont se tirailler entre eux. Chacun cherchera à tirer la couverture de son côté. De ce côté-là, moi j'ai dit, la balkanisation n'aura pas lieu. Du côté congolais, même si les politiques signent des accords ici ou là, il y a le peuple congolais. Les populations congolaises sont très regardants. Là-dessus, ils ne se laisseront pas faire. Donc, de ce côté-là, qu'il y ait des occupations d'une localité ou de deux localités, certes, c'est possible. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas une administration solide qui puisse aider le pays à pouvoir contrôler tout son territoire. Il faut qu'on arrive à reconstituer l'administration qui soit efficiente, efficace.
les services de la police pour l'ordre public, le service militaire pour nos frontières, pour nos 11 frontières, je le précise, puisqu'on parle toujours de frontières, de 9 frontières, nous en avons 11. Nous avons souvent des frontières, notre frontière aérienne, et on oublie aussi notre frontière maritime. Quand vous regardez, vous allez à Boma, Matadi, vous voyez qu'on est face à la mer. C'est aussi une frontière puisque nous avons aussi une zone qu'on devrait contrôler, notamment la zone qu'on appelle la zone économique exclusive, qui est à partir de nos frontières terrestres jusqu'à 200 000 marins, qui est l'équivalent à peu près de 370-370 km. Nous avons 11 frontières. Nous devons contrôler toutes ces frontières si nous voulons la paix. Pour ça, il faut qu'on se prépare. Mais si la personne qui est à la tête n'arrive pas à contrôler tout ça, c'est pas à la personne qui est à la tête du pays de contrôler tout. Nous devons l'aider à pouvoir contrôler tout cela. De quelle manière? Il doit, non seulement il a la responsabilité de s'entourer des gens en capacité d'avoir un savoir-faire et un savoir-être pour pouvoir défendre les intérêts de ce pays. Non seulement ça, nous avons aussi les devoirs, nous en tant que citoyens, ne pas laisser la police seule, ne pas laisser l'armée seule, ni les services de sécurité seuls. Nous devons, ce ne sera pas la délation. Quand en tant que citoyen, je vois qu'il y a quelque chose qui se prépare de néfaste pour ma commune, pour ma région et autres, ce n'est pas une délation que de dénoncer tel comportement, tel méfait. Nous devons nous associer à quelque niveau que ce soit. Nous avons tous de responsabilités pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de ce territoire, sauver aussi la paix dans notre pays et travailler tous en direction du développement du pays. Puisqu'il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse tout. Pour pêcher les poissons, on attend le ministre des Pêches. Pour développer l'agriculture, on attend le ministre de l'Agriculture. Nous devons, en tant que citoyens, nous aussi prendre les choses en main et faire développer les secteurs dans lesquels... Alors, M. Benoît Yulama, vous avez la même question. Hein? Êtes-vous pour la balkanisation, oui ou non? Bon, il y a d'abord des indices. Au niveau de la population, je ne vois pas un seul citoyen congolais qui accepte la balkanisation. La plupart de nos compatriotes qui sont dans les provinces, et même ici à Kinshasa, ne veulent pas entendre parler de la balkanisation. Si le Congo tient encore, c'est grâce d'abord à la donne populaire. Donc c'est l'opinion publique. Et vous savez que les Occidentaux ont toujours peur de l'opinion publique. C'est ce qui ferait encore que nous soyons dans cet état où nous nous trouvons. S'il fallait compter sur les politiques ou les politiciens du ventre, les épicuriens, je crois que le Congo serait déjà depuis très longtemps divisé. Mais si il faut compter sur la population stoppera, quelle que soit la situation, tout ce qui a comme visée expansionniste, mais aussi des visées pour balkaniser le Congo. Le Mumbo l'avait dit en 1960, Mouzé l'avait dit, et même le cardinal Mbongo l'a dit, il a été à l'Est, il a constaté qu'il y avait des avancées. Toutes ces tueries n'ont qu'un seul caractère, diminuer les populations congolaises qui sont dans ces coins-là et transplanter des Rwandais et des Ougandais, nilotiques dans les autres coins, en éliminant aussi et intellectuels et les chefs coutumiers. En ce moment-là, les Juifs fallait réclamer qu'il y ait une autodétermination de peuple. Ce sont des Rwandais, des Ougandais qui vont parler pour récupérer une partie de notre territoire national. C'est un plan qui est déjà connu, mais ça n'a pas réussi par le passé, puisqu'il y a eu des gens qui se sont engagés et qui ont perdu de leur vie à cause de cette unité du Congo. Alors donc un autre élément, c'est de dire que la collaboration entre les services et la population pose problème. Il n'y a pas longtemps, Madame Kimutu avait reçu quelqu'un sur son plateau. Je ne sais pas si elle est encore ici ou elle est déjà ailleurs. Et après avoir échangé avec le monsieur sur le plateau, ils ont été interpellés à l'année, tous deux. Mais une semaine après, on avait arrêté le monsieur. Et le monsieur a dénoncé la présence des Rwandais ici à Kinshasa. L'année ne s'en est jamais occupé.
Mais l'année s'est occupée seulement de lui. Et 7 mois après, on constate que ces gens continuent à loger là où on les avait dénoncés. Alors, qui joue? Mais les Rwandais existent. Qui a joué en faveur de ces gens-là? Il y avait des Rwandais. Et le monsieur, on l'a arrêté. Il avait fait 3 mois à l'année. Lorsqu'ils repartent, ils arrêtent maintenant les gens qui l'avaient dénoncé. On l'a libéré et comme ça. Moi, je l'ai raconté dans une alimentation chez Kinshasa, au niveau de Brikine. Et quand il m'a parlé, il m'a reconnu. J'étais très triste. Quelqu'un qui vous livre l'information, qui n'a pas demandé d'argent, qui vous dit sauvons notre pays. Mais l'AG de l'année et son équipe l'ont arrêté. Et ça, c'est inacceptable. Après, on va vous dire, non, ce n'est pas nous, eux, c'est Kabila. Donc, les messieurs aussi, c'est Kabila. Oui, mais les Rwandais existaient déjà depuis longtemps, même à votre époque, il y en avait plein même. Oui, mais... même des généraux rwandais. Oui, c'est pourquoi j'ai dit les Rwandais doivent rentrer chez eux. Comme l'avait dit Mouzé, que nous ayons une coopération s'il y en aura un jour. Mais on ne peut pas continuer à garder l'identité qu'on n'a pas. Dieu vous a créé Rwandais, restez Rwandais. Okay. Moi, je suis Congolais. D'accord. Oui, le mal. Restez Rwandais. Mais comment, quand on vous dit vous êtes Rwandais, on vous dit c'est la haine. Et vous avez vu ce que l'ambassadeur allemand a fait chez Kinshasa? Il a reçu M. Rouberois pour lui dire il lui assure la sécurité. Dans un État qui n'est pas son pays, lui, un ambassadeur accrédité chez nous, il va dire à Rouberois qu'il va assurer leur sécurité. Et il n'est même pas rappelé par notre ministre des Affaires étrangères. Or, au départ de la guerre, les armes ont été stockées en Allemagne. C'est en Allemagne où les Occidentaux avaient placé des armes et ces armes sont passées de l'Allemagne vers Kigali et de Kigali pour attaquer le Congo. Voilà, il y a une dernière question. Voilà, merci beaucoup. Il y a une dernière question quand même. Les avancées significatives, on en a vu par rapport aux promesses du chef de l'État. Il y a tellement de choses qu'il a réalisées, il faut quand même le reconnaître. Je ne suis pas M. Yulama, en tout cas, je ne suis pas M. Gandhi aussi. Bon, moi, mais on va parler de la réduction aussi des trains de vie des institutions. On a vu à la présidence ce que le président a fait. Aujourd'hui, les salaires de président, on a baissé. On a quand même connu. C'était pas reconnu, mais aujourd'hui, on connaît quand même que M. Joseph Kabila va percevoir 12 500 $. C'est totalement faux, c'est de la poudre aux yeux. Si on me disait que le président ne va plus voyager, je peux écouter. Puisque l'argent qu'il a consommé pour les voyages, sa voisine est près de milliards de dollars. Et vous avez entendu qu'il a même sous-traité nos minéraux près de Kagame. Lui qui a voyagé pour trouver les investisseurs, il n'en avait pas trouvé. Toutes les promesses n'ont pas été réalisées, mais il va trouver un autre investisseur, un véritable commissionnaire pour sous-traiter nos minéraux. C'est une avancée. Ça, c'est l'avancée que j'ai remarqué. Les voyages touristiques, c'est une avancée incroyable pour le développement touriste. Et c'est ce que le président a fait. Ça, c'est incroyable. Le seul président qui a voyagé autant de fois au monde, comme M. Chilombo n'existait pas dans ce domaine-là, il a excellé. Et dans les vols et les justifications, il n'y a pas que des détournements. On vole l'argent de l'État congolais. On prend l'argent du RAM, on vole les petits citoyens. On prend ce crédit et on vous dit que l'argent n'est pas versé dans les trésors publics. Mais quand nous disions que l'argent était versé dans un compte privé, où il y a des Égyptiens, où il y a la famille présidentielle qui s'est partagé l'argent, personne n'a parlé. Non, mais l'argent de RAM a été mis dans la construction. Pour détourner notre attention, qu'est-ce qu'on va vous dire, madame? On dit que cet argent va servir à mettre des Wi-Fi à l'aéroport et dans les universités. Je voudrais que vous meniez une petite enquête. Parce que même sur le magasin ici à côté de vous, il y a un panneau où on parle des Wi-Fi. Mais il n'y a plus rien là-bas. Ça n'y a rien. Donc l'argent dans les poches des gens. Alors, dire qu'il y a eu des... Je ne sais pas, en tout cas, en dehors des voyages, en dehors des promesses, où on en a eu des conteneurs. Je ne sais pas dans quel domaine le président a réussi. Alors, pour nous distraire, on nous ramène toujours sur Kabila. D'accord, Kabila. merci beaucoup. Même si Kabila n'a pas 10 000, mais les dépassements budgétaires à la présidence, les dépassements budgétaires à la présidence, plus de 500 000%. Ça, mais on a réduit quand même. On a réduit. C'est la Cour des comptes qui donne ces chiffres et la comptabilité nationale. Ça, c'est pas l'individu. Merci, M. Yulama. Alors, M. Gandhi. Sur le plan promesse, voyage, là, Gandhi, il y a quand même des avancées par rapport à tout ce que par rapport, voilà, le mandat du président va prendre fin quand même. Oui. Mais il y a quand même, le bilan a été quand même assez positif. Le bilan est mi-figue, mi-raisin, à savoir mitigé. Il y a des choses qui étaient promises et prévues pour être mises en place, qui ne voient pas encore le jour,
où il y a une certaine lenteur. Mais bon an, mal an, je pense qu'il y a des secteurs où il y a eu des avancées. Quand on regarde des chiffres au niveau de la macroéconomie, on sait que au niveau du budget, au niveau des réserves, au niveau de l'amélioration des conditions de certains fonctionnaires, c'est peut-être pas encore l'occasion de dire bravo, mais il y a quand même amélioration aussi par rapport aux veuves militaires, par rapport aux retraités qui touchaient 12 000 francs, qui sont aujourd'hui à plus de 200 et quelques mille. Il y a quelques avancées, il faut aller plus loin. Il faut commencer par faire ce qu'il a fait, de réduire le train de vie de la présidence, c'est pas fini, il faut aller plus loin. Il faut, je pense, je le souhaite, quand on mettra en place le gouvernement, qu'on réduise le train de vie du gouvernement. Et plus tard, s'il y a un gagnant au niveau des élections présidentielles de 2023 ici, qu'on puisse réduire drastiquement le nombre de députés. Il faut passer de 500 au moins à 250 maximum. Les voyages ont servi quand même à quelque chose, oui, d'après vous. Si les voyages ont servi, on aura des résultats. On aura des résultats. Monsieur, mon co-débatteur, vient de Galiema, il voit des poteaux un peu partout. Bientôt, Zongo 2 sera en action d'ici le mois de mars-avril. Ça va améliorer la desserte d'électricité au niveau de l'ouest de Kinshasa. Et puis, donner l'occasion à ce qu'on améliore aussi la situation d'électricité ailleurs, ce qui, par ricochet, va améliorer aussi la situation au niveau de la desserte d'eau. D'accord. Bon, on finira peut-être d'ici septembre. Alors, on va finir. Une dernière question comme mot de la fin. Monsieur Yulama, est-ce que Monsieur Félix a encore de la chance pour être reconduit président de la République et gagner les élections, Aveuglément, peut-être oui. Mais pour tout celui qui connaît tous les dégâts que le pouvoir de M. Chilombo a créés au pays, qui nous a ramené la guerre, on nous a habitués déjà au détournement, aux justifications et au tribalisme. Et je crois qu'un Congolais sérieux qui a la passion du Congo, qui a la filia, l'affection profonde du Congo, ce Congolais qui est vigilant ne saura jamais accorder un moindre mandat à M. Chilombo, que ce sera un crime contre l'humanité, ce sera un crime contre le patriotisme et le nationalisme, et ce sera en tout cas donner de la chance encore à tous ces gens de sacrifier de nombreux citoyens qu'ils ont sacrifiés pendant 5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils pourraient encore venir faire. Au moins, quand on parle de Zongodé, Kabila l'a fait. Quand on parle de tous les projets et des desserts à nos consorts, ce sont des anciens projets financés sous Kabila. Mais on ne cite plus Kabila. On dit qu'on va lancer Zongo, on va faire ceci, on va faire cela. Mais tous ces travaux ont été finis à l'époque. Et sur le plan bilan, les chiffres, sur le plan statistique, les chiffres ont augmenté pour le budget. Mais Moussa a transformé ce pays en moins de 2 ans. Votre mot, c'est ça votre mot de la fin, c'est de demander d'abord aux amis de l'Union sucrée d'arrêter une campagne électorale précoce en violation des dispositions de la loi. Et deuxième chose, je conseille à M. Chilombo de renoncer à poser sa candidature, puisque le début marque la fin. Il n'y aura plus rien qu'il fera qui n'a pas fait pendant 5 ans. Merci beaucoup. Alors, M. Gandhi, rapidement. Oui, on va célébrer bientôt. Je ne suis pas encarté, je ne suis d'aucun parti politique officiellement aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est en train d'assister à l'agonie du PPRD ainsi que l'agonie du FCC. Vous avez fait ce que vous avez pu, mais finalement, il n'y a pas eu de résultat. D'ailleurs, l'ex-président lui-même l'a dit. Il n'a pas trouvé des gens en capacité de pouvoir l'aider à développer ce pays, vu la mentalité des Congolais, etc. Le travail est fait aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a des résultats. Le président qui sera réélu, qui sera Tshisekedi ou quelqu'un d'autre, il a plus de chances de passer d'ailleurs. Monsieur Félix, hein? Oui, il l'a reconnu. Puisque le PPRD démissionne des élections. Je dis, si les gens sont aveugles, ils n'ont plus demandent le forfait, ils ne sont pas en capacité. Pour les gens qui sont aveugles, ils peuvent aller le voter. Puisque tout se détourne ici. Le FCC a fait mener des enquêtes, on a arrêté qui? Des sondages. On a restitué l'argent où? Vous avez fait mener le sondage qui vous dit que si vous allez là-bas, vous allez à la carte. Les sondages, c'est celui qui les commande et qui sait d'accord, monsieur Gandhi, votre mot de la fin. Ils ne veulent pas concourir. Donc ils ont démissionné, ils sont laminés complètement, ils vont vers leur disparition.
Dommage, on aurait voulu d'avoir une opposition forte. Non, comme une opposition violente aussi, monsieur. Nous sommes une opposition intellectuelle. Mon mot de la fin, on n'est pas une opposition de violence. Vous parlez, je voilà, mon mot de la fin, moi je dis qu'il faut que le gouvernement actuel, que le président actuel rattrape certains retards. C'est possible dans les 6 mois, dans les 9 mois de rattraper le retard qu'il y a dans un certain nombre de secteurs. Et moi je recommande aussi au président de la République, nous avons gagné assez de sous au niveau de notre budget. Pensez aux fonctionnaires, doublez les salaires des fonctionnaires. D'accord. Pensez aux veuves militaires, pensez à tous les retraités en général. Mettez de l'argent pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et l'armée aussi, vous avez oublié. Non, j'ai parlé de veuves déjà, c'est que je pense à l'armée et des veuves militaires. Donc on peut arriver sans oublier les militaires et les policiers, bien sûr, et les agents de sécurité de l'ANER. Merci beaucoup. Il faut leur donner des moyens de faire un travail conséquent. Merci, monsieur Gandhi. Bien. Merci infiniment. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à monsieur Gandhi Kassende d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à monsieur Yolama. Merci infiniment. Merci. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Vous allez y revenir encore. Il y a tellement de sujets à aborder. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Notre émission, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Média Business Télévision. Et merci à tout ce monde qui nous écrivent, nous font de remarques pour qu'on puisse améliorer cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Média Business Télévision. Au revoir.